La première chose dont je me souviens, c'est le tintement des fourchettes s'immobilisant en l'air au moment où ma sœur tirait son petit ami vers moi, son sourire déjà moqueur avant même qu'elle ne prenne la parole, les lumières du sapin de Noël vacillant sur son visage lorsqu'elle a prononcé ces mots. Voici la ratée de notre famille. Mes parents ont ri comme si c'était une tradition, comme si m'humilier faisait partie du menu du réveillon. Je n'ai pas bougé, je n'ai rien dit, mais lui l'a fait, il les a regardés, puis m'a regardé, et sa voix a tranché le silence de la pièce. Intéressant, parce que ce n'est pas elle qui est finie. Et ce fut le moment où tout a basculé silencieusement. Je m'appelle Céleste Delacroix et d'aussi loin que je me souvienne, j'ai vécu en marge de chaque pièce de ma propre maison. Même enfant, j'ai appris à me déplacer sans bruit sur le parquet ancien, à débarrasser les assiettes en porcelaine sans les entrechoquer, à me tenir là où la lumière ne portait pas, à laisser de l'espace aux personnes que ma famille remarquait réellement. La plupart des soirs, le dîner ressemblait à une pièce de théâtre où tout le monde avait un texte sauf moi. Léa était toujours assise au centre, sous le lustre en cristal éclatant, son assiette servie en premier, la mienne se composait de ce qu'il restait quand les plats revenaient, des légumes froids, un quignon de baguette brisée, le plus petit morceau de volaille. Je ne me plaignais pas, se plaindre ne menait qu'à la voix de Diane, ma belle-mère, douce mais tranchante. Ne sois pas gourmande, Céleste, elle le disait si souvent que c'était devenu une sorte de rythme dans la maison, une musique de fond. Richard, mon père, me regardait à peine, sauf si quelque chose nécessitait une réparation, un robinet qui fuyait, une facture en retard, une corvée que Léa n'avait pas envie de faire. J'étais bonne pour les tâches, pas pour l'attention. Il appelait cela « forger le caractère », bien que, curieusement, Léa n'ait jamais eu besoin des mêmes leçons. Elle avait droit à de nouveaux vêtements des boutiques des Champs-Élysées, des clubs privés, de nouvelles opportunités, tandis que j'avais droit à des conférences sur le fait d'être réaliste et reconnaissante. Je me souviens d'un après-midi d'hiver où Léa avait oublié son projet scolaire, une maquette élaborée que Diane l'avait aidé à réaliser. Quand le professeur a appelé à ce sujet, Richard n'a pas demandé à Léa pourquoi elle l'avait oublié, il s'est tourné vers moi, l'irritation prête dans sa voix. Pourquoi n'as-tu pas rappelé à ta sœur de le prendre ? Comme si mon rôle n'était pas de vivre ma propre vie, mais d'empêcher la sienne de s'effondrer. Léa n'avait même pas l'air coupable, elle ne l'était jamais. Dans notre maison bourgeoise de Saint-Cloud, la culpabilité était quelque chose qu'on attribuait, pas quelque chose qu'on méritait. Plus nous grandissions, plus je me sentais invisible, mes réussites, petites et durement gagnées, s'évanouissaient dans l'ombre de ses performances. Je me souviens avoir gagné une place aux Beaux-Arts à Paris, je suis rentrée à la maison avec la lettre d'admission, le cœur battant, pensant que peut-être cette fois, il me verrait. Diane l'a lue en silence avant de la poser soigneusement sur le comptoir en marbre. Léa a son cours de danse ce jour-là, a-t-elle dit, et nous ne pouvons pas courir partout dans Paris. Quand je n'ai pas répondu, elle a ajouté, ta mère aurait voulu que tu sois pragmatique. La lettre d'admission a fini à la poubelle ce soir-là. Les costumes de danse de haute couture de Léa sont arrivés 2 jours plus tard. L'argent disparaissait de la même manière que mes chances, silencieusement. Les paiements destinés à mes cours, mon livret A, mon avenir, tout était redirigé vers les besoins de Léa, nouvelles chaussures, frais de concours, week-end à Deauville. J'ai appris à ne pas demander où passait ma part, demander ne faisait que faire soupirer Richard comme s'il était fatigué de m'éduquer. Nous investissons là où c'est le plus important, disait-il, et je savais toujours ce que cela signifiait. Le plus drôle, c'est que personne n'a jamais appelé ça du favoritisme, ils appelaient ça du soutien, ils appelaient ça faire ce qu'il y a de mieux, ils appelaient ça la famille, et je les croyais parce que croire rendait la maison moins cruelle. Pourtant, je n'étais pas entièrement aveugle, j'avais mes propres petites rébellions, des nuits tardives à dessiner dans la buanderie au-dessus des machines à laver, économiser des bouts de mon argent de poche dans des enveloppes cachées derrière les bidons de lessive, construire un monde silencieux où je n'avais pas à gagner ma place à table. Mais même alors, même avec tous les indices, une partie de moi pensait que les choses changeraient peut-être un jour, que si je travaillais assez dur, si je restais assez stable, assez calme, je serais invitée dans la chaleur qu'il lui réservait. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que cette chaleur ne m'était jamais destinée, et c'est ce jour-là que j'ai appris ma place dans cette famille. C'est arrivé doucement, comme le font toujours les gommes qui effacent, un nom manquant, un regard détourné, une porte qui se ferme sans bruit. J'étais au bureau tard le soir, dans notre agence de publicité près de l'Opéra, le genre de soirée où Paris ressemble à un bourdonnement lointain.
La voix de Léa me parvenait de la salle de pause, brillante, répétée, insouciante. Ma sœur n'a pas de vraie carrière, disait-elle assez fort pour que les rires suivent, elle ne fait que vivoter, Adrien ne la garde que par pitié. Je n'y suis pas allée, je suis restée derrière la porte entr'ouverte de la salle de conférence, une main sur mon sac d'ordinateur, respirant à travers la brûlure familière. Au moment où je suis passée devant eux, la conversation avait déjà changé, comme si l'insulte n'avait jamais existé, mais le lendemain matin, le vrai coup est tombé. Mon dossier de conception, des semaines de travail, avait disparu du serveur partagé, à sa place se trouvait une nouvelle version, renommée, polie juste assez pour ressembler à l'idée de quelqu'un d'autre, les initiales de Léa figuraient sur la ligne de signature. J'ai fixé l'écran plus longtemps que je n'aurais dû, le curseur clignotait, patient, indifférent. Un léger coup à la porte a brisé le calme, le stagiaire est entré, les épaules voûtées comme s'il essayait de disparaître. Je l'ai vu télécharger votre fichier hier, a-t-il chuchoté, elle a supprimé l'original, ses yeux ont jeté un coup d'œil vers le couloir. Je ne savais pas quoi dire, j'ai hoché la tête, pas pour lui, mais pour le schéma, pour ce cycle si vieux qu'il semblait faire partie de mon sang. J'ai ouvert les journaux d'accès informatique, c'était là, son nom d'utilisateur, l'horodatage, la suppression, le téléchargement, propre, intentionnel. Lors de la réunion de l'après-midi, Léa a raconté l'histoire à nouveau, Céleste abandonne toujours tout, comme quand nous étions plus jeunes, elle s'effondre toujours sous la pression. Les gens ont ri poliment, Adrien ne l'a pas fait, son regard s'est tourné vers moi pendant une demi-seconde comme s'il lisait quelque chose dans l'espace que j'occupais. J'ai gardé mes mains immobiles sur la table, les doigts posés sur le bord froid, le silence m'enveloppait comme un vieux manteau, lourd mais familier. Je ne l'ai pas corrigé, je ne me suis pas défendue, je n'ai pas demandé pourquoi elle se sentait le droit de me réécrire année après année. Quand la réunion s'est terminée, elle m'a frôlé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, j'ai juste souri en retour. Je ne suis pas rentrée chez moi après cette réunion, je suis sortie du bureau, j'ai descendu l'ascenseur et je suis entrée dans la soirée froide parisienne comme si je marchais sous l'eau. Les voitures bougeaient, les gens parlaient, les décorations de Noël clignotaient sur les vitrines des grands magasins, rien de tout cela ne me semblait connecté. J'ai continué à marcher jusqu'à ce que le froid brûle assez pour rendre tout net à nouveau. Quand je me suis enfin arrêtée, j'étais dans l'espace de coworking à 2 rues de notre agence, le digicode a cliqué sous mes doigts, la serrure a bipé. À l'intérieur, la pièce était vide, juste une lumière blanche sur de longues tables, le ronronnement d'une imprimante que quelqu'un avait oublié d'éteindre et l'odeur faible de marque de café rassis. C'était le genre de silence qui ne réconforte pas, mais qui stabilise. J'ai posé mon ordinateur portable sur la table et ouvert les journaux d'activité, chaque horodatage était une petite trahison, Léa téléchargeant mon concept, la suppression, son téléchargement, les modifications, puis l'email qu'elle a envoyé à Adrien tard dans la nuit prétendant que la direction originale avait des défauts et qu'elle l'avait corrigé. Je n'ai pas réagi, j'ai juste continué à faire défiler, les journaux d'accès ne mentent pas, ils ne font pas de commérage, ils ne déforment pas les histoires, ils révèlent seulement ce que quelqu'un a réellement touché. J'ai tout copié dans un dossier que j'ai étiqueté simplement « document ». Puis j'ai commencé à collecter les paiements, les factures, les virements, les captures d'écran des budgets qu'elle avait signés sans approbation, les emails où elle insinuait que j'étais débordée, pas prête, émotionnellement instable. Elle avait construit sa propre version de moi dans le système, une version qui justifiait de prendre mon travail, mes crédits, ma place. Ce n'était pas nouveau, c'était simplement la première fois que j'avais des preuves. À minuit, mon téléphone a vibré, un SMS de ma tante maternelle, une photo de vieux papier qu'elle avait trouvé en faisant du ménage, des relevés de compte que ma mère biologique m'avait laissés, des économies destinées à mon avenir, celles qui avaient disparu quand j'étais adolescente. Ta mère voulait que tu aies ça, disait-elle. J'ai fixé l'écran assez longtemps pour que la lumière bleue me pique les yeux, puis j'ai ajouté les fichiers au dossier. Vers 1h du matin, je me suis dirigée vers le coin du fond où les baies vitrées donnaient sur la ville endormie, la neige avait commencé à tomber, un murmure fin, des flocons légers dérivant sous les réverbères. Je les ai regardés jusqu'à ce que ma respiration ralentisse, jusqu'à ce que mon pouls se stabilise. Puis j'ai ouvert un nouveau tableur, un simple, une liste de tout ce que j'avais construit à l'agence, les clients que j'avais amenés, les campagnes que j'avais dirigées, les projets que Léa avait revendiqués, les dossiers que j'avais créés, les budgets que j'avais équilibrés,
les heures que j'avais enregistrées. La liste s'étirait plus longuement que je ne le pensais. La plupart des gens pensent que la vengeance est un plat qui se mange chaud, la mienne était froide, méthodique, une séquence de petites actions administratives, taper, enregistrer, classer. Le lendemain matin, avant que quiconque n'arrive, je suis allé à l'ancien studio au-dessus de la laverie automatique en banlieue, l'endroit où j'avais réalisé mes premiers travaux en freelance. Les machines en bas grondaient, faisant trembler le plancher comme elles l'avaient toujours fait, l'air sentait la lessive et le métal chaud. J'ai ouvert le tiroir de rangement, mes vieux disques durs étaient toujours là, enveloppés dans une écharpe d'il y a des années. Je les ai branchés et j'ai attendu, des dossiers ont éclos sur l'écran, premières esquisses, brouillons de concept, styles originaux qui sont finalement devenus la signature de l'agence, tout était à moi, toutes les graines à partir desquelles Léa avait fait pousser sa réputation. J'ai pris ce dont j'avais besoin, pas par méchanceté, mais parce que c'était à moi. Quand je suis retournée au bureau, Adrien était dans la salle de conférence, fixant son ordinateur portable comme s'il essayait d'échapper à un mal de tête. Il a levé les yeux quand je suis entrée. « Assieds-toi » a-t-il dit doucement. Je l'ai fait. Il a tourné l'écran vers moi, mon fichier, celui que Léa a revendiqué. Il a tapoté le coin, tes métadonnées sont toujours à l'intérieur. Bien sûr qu'elles y étaient, elle a changé le nom, pas la structure. Il a ouvert les journaux d'accès à côté de mon dossier de la veille. Tu as tout extrait, a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Je ne t'ai pas poussé à faire ça, n'est-ce pas? Non. Et tu es sûr de vouloir que je sois impliqué? J'y ai réfléchi, au silence, à ce qui se passe quand on parle et que personne n'écoute, à ce qui se passe quand on reste calme et que tout le monde suppose qu'on ne cessera jamais d'avaler ce qui nous blesse. Oui, ai-je dit. Il m'a étudié un instant, pas avec pitié, mais avec le genre de concentration que les gens utilisent lorsqu'ils assemblent quelque chose de délicat, puis il s'est penché en arrière. Les RH ont besoin de ça, le service juridique a besoin de ça, et le conseil d'administration doit savoir à qui appartient réellement le mérite. Sa voix n'était pas en colère, elle était factuelle, administrative, propre. Nous avons passé les 2 heures suivantes à assembler le dossier, chaque document, chaque journal, chaque écart de paiement, chaque moment où mon travail avait alimenté le pipeline d'éloges de Léa, tapé, imprimé, signé. Vers midi, il a fait glisser le dossier final sur la table. Je m'occupe de la procédure, a-t-il dit, tu n'es pas obligé d'être celle qui livre ça. Mais une partie de moi le voulait, pas pour la confronter, pas pour expliquer, pas même pour gagner, je voulais arrêter d'être le témoin silencieux de mon propre effacement. J'ai pris le dossier, le papier semblait plus lourd qu'il n'aurait dû, j'ai posé ma main dessus, stable et calme. Cette fois, ai-je dit, je ne réparerai pas ce qu'ils ont cassé. Je suis arrivée en retard exprès. Le dîner de Noël avait déjà commencé quand j'ai franchi le seuil de la maison de mon père, l'air était épais d'odeur de viande rôtie au marron et de ce genre de rire qui sonne faux, les lumières brillaient trop chaudement contre le froid extérieur, chaque année cette maison essayait de convaincre le monde qu'elle était un foyer. Je suis restée près de l'entrée, laissant mon manteau égoutter de l'eau de pluie sur le carrelage. Ils ne m'ont pas remarqué au début, Léa était occupée à faire son spectacle, tissant de petites histoires pour des parents éloignés, racontant des succès qu'elle n'avait pas mérités, s'appuyant sur l'épaule d'Adrien comme si elle possédait la pièce. Il ne lui rendait pas son geste comme il le faisait d'habitude, sa main a plané un instant, puis est retombée. Quand Richard m'a enfin repéré, il a désigné une chaise vide au bout de la table. Assieds-toi, nous t'attendions. Son ton impliquait que c'était ma faute si l'image parfaite était gâchée. Les yeux de Diane m'ont parcouru, manteau, chaussures, cheveux, comme pour vérifier les défauts, essaie de te faire discrète, a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu, j'ai pris le siège au bord, à moitié dans l'ombre comme je l'avais toujours fait. Le dîner a repris, et puis, inévitablement, Léa s'est levée de sa chaise, pressant une main sur le bras d'Adrien comme pour inviter aux applaudissements. Je veux que tout le monde rencontre ma sœur, a-t-elle dit, la voix brillante. Ceci, elle a fait une pause, souriant avec une douceur étudiée, elle a raté de notre famille. Richard a ri le premier, Diane a hoché la tête, presque fière de la réplique, les conversations se sont tues dans ce silence familier de cruauté commune. C'était le même son que lors des dîners de mon enfance, celui qui me disait de rester petite, de rester calme, de laisser passer l'orage.
Adrien n'a pas ri, il a posé sa fourchette avec un léger tintement, la pièce s'est figée autour du son comme si quelqu'un avait tiré un rideau sur le bruit, la musique de Noël venant de l'enceinte de la cuisine s'est estompée dans l'insignifiance. Il a regardé Léa, puis ses parents, puis lentement moi. Intéressant, a-t-il dit, la voix basse et stable, parce que tu es viré. La phrase a atterri sans force, sans théâtre, juste une vérité posée doucement au centre de la table. Léa a cligné des yeux, la confusion vacillant sur son visage. Quoi? Nous. C'est fini, a-t-elle bégayé. Non, ton emploi est terminé, a-t-il ajouté, avec effet immédiat. Quelques parents ont bougé, ne sachant pas s'ils devaient faire semblant de ne pas avoir entendu, le silence s'est enroulé étroitement autour de la pièce. Adrien a pris sa tablette, a balayé l'écran une fois et l'a connecté à la grande télévision du salon. L'écran s'est éclairé, inondant la pièce d'une lumière froide. Le premier fichier est apparu, les documents originaux du concept, mon nom incrusté dans les métadonnées, puis les journaux d'accès, horodatés, non modifiés. Le nom d'utilisateur de Léa brillait à côté de chaque action qu'elle pensait indétectable, téléchargement, suppression, mise en ligne. Diapositive après diapositive, tout documentait ce qu'elle avait pris, pas seulement le fichier, mais des mois de travail, la stratégie client, les brouillons de design. Sa voix a rétréci à mesure que les preuves s'accumulaient. Je n'ai pas, a-t-elle commencé. Il ne l'a pas regardé, tu l'as fait. Quand les paiements sont apparus, les virements qu'elle avait initiés, les approbations budgétaires qu'elle avait signées sans autorisation, Richard s'est reculé dans sa chaise, le visage se crispant, l'illusion se fissurant enfin. Diane a ouvert la bouche, puis l'a refermée, elle n'avait pas de script pour ça. Adrien a continué, calme comme toujours, le conseil d'administration a reçu le rapport complet ce matin, les RH ont déjà traité le licenciement. Et la note finale, il a cliqué une fois de plus, mon portfolio est apparu, le vrai, les campagnes que j'avais construites, les projets que j'avais menés, les clients que j'avais amenés, des années de travail cachées derrière leurs récits. Céleste, a-t-il dit, les yeux sur moi maintenant, ne demandant pas la permission, énonçant simplement un fait, est en réalité la cofondatrice et la stratège principale de notre agence, elle l'a toujours été. Pas d'applaudissements, pas de vindicte, juste un changement dans l'air comme si la maison elle-même avait retenu son souffle pendant des années et expirait enfin. Léa a reculé de l'écran comme s'il la brûlait. Tu l'as choisie elle plutôt que moi? Adrien l'a regardé avec la même finalité tranquille qu'il avait utilisée toute la soirée. Je choisis la vérité. Personne ne m'a regardé directement, ils ne pouvaient pas, l'histoire qu'ils avaient construite s'était effondrée devant eux. Je suis restée assise là, les mains jointes souplement, le cœur stable. Pour la première fois, mon silence ne ressemblait pas à une reddition, il ressemblait à de l'autorité. Nantes ne ressemblait pas tout de suite à un nouveau départ, au début, ce n'était que des matins gris, des trajets de tramway inconnus, le bruit de la pluie contre une fenêtre qui n'appartenait à aucune version de mon passé. Mais la distance a sa propre forme de miséricorde, elle donne à l'esprit l'espace pour respirer, pour se déployer, pour repenser la forme d'une vie. Mon nouvel appartement était petit, avec des murs propres et une seule plante que je gardais près de la fenêtre. La ville dehors était plus calme que Saint-Cloud en hiver, pas de rires répétés, pas d'images de famille soignées, pas de rôle à jouer, juste le rythme régulier de la pluie qui tapotait doucement comme pour prendre des nouvelles. Adrien m'a aidé à installer le nouveau bureau, pas par obligation, mais parce qu'il comprenait la différence entre un espace construit pour la survie et un espace construit pour vivre. Nous avons gardé les choses simples, un bureau en bois, une chaise confortable, quelques croquis épinglés de campagne qui étaient réellement les miennes. Le travail semblait différent ici, plus léger, pas parce que c'était plus facile, mais parce que personne n'essayait de me le prendre. Je n'ai pas coupé les ponts avec ma famille, j'ai juste arrêté de graviter autour d'eux. Quelles que soient les conséquences auxquelles ils faisaient face, audits, questions des proches, histoires fracturées, ils les géraient sans moi. Le silence peut être cruel, mais parfois c'est la seule langue que les gens comprennent. La veille de Noël, 1 an plus tard, j'ai cuisiné un dîner avec des collègues qui étaient doucement devenus des amis, nous avons emballé des repas supplémentaires et les avons apportés à un foyer d'hébergement à proximité. L'air était froid, mais le genre de froid qui vous réveille, pas celui qui vous fige sur place. Quand je me suis assise à ma propre petite table après, j'ai mis la meilleure part dans mon assiette, croustillante, chaude,
parfaitement choisie. Personne ne m'a dit que je ne la méritais pas, personne n'a mesuré ma valeur par rapport à l'appétit de quelqu'un d'autre. Le moment était calme, presque rien, mais cela ressemblait à une vie qui se repliait enfin sur elle-même, entière, intacte, la mienne. Je pensais autrefois que survivre signifiait rester silencieuse assez longtemps pour que quelqu'un me voie enfin, maintenant je comprends le silence différemment, ce n'est pas un vide, c'est une porte que je peux choisir d'ouvrir ou de fermer, une pièce où personne n'entre à moins que je ne le permette. J'ai arrêté de demander une famille qui n'applaudissait que lorsque j'échouais, et une fois que je me suis éloignée, le bruit qu'il faisait ne m'a jamais suivi. Où que cette histoire vous trouve, puissiez-vous sentir la stabilité de marcher vers une vie qui vous répond.